Alors, il y a une chose quand même effectivement dans Sous vide qui est différente avec les précédents, c'est la violence. Les deux livres précédents, Bas Monde et Petite Vie, fonctionnent essentiellement sur la violence. Et là, on se retrouve effectivement confronté à une situation, comme le personnage, c'est le même personnage, mais on le retrouve plusieurs années après. On l'a quitté en fait dans Petite Vie, il avait 10 ans, et là on le retrouve, on est au début des années 90, il a plus de 30 ans, et en gros, va se poser dans ce livre la question de l'héritage du modèle familial. Que va-t-il advenir à la fois, que va-t-il faire de la violence du père et de la folie de la mère? C'est un peu l'enjeu du livre. Et effectivement, on se rend compte par rapport à la violence que il est incapable lui-même d'être violent. Voilà, et il va être confronté donc quand je disais le modèle de l'héritage familial, parce que l'histoire, c'est une histoire qui pourrait être une histoire sentimentale. Il a plus de 30 ans et c'est l'histoire entre une jeune femme et lui en fait, voilà. Il vit seul, il supporte pas d'être seul, et donc il provoque la venue d'une jeune fille, d'une jeune femme, et qui porte en elle d'une certaine façon mais autrement la folie de sa mère. Et puis, en gros, c'est un type qui est complètement, qui est pas fini, euh, et qui est paumé, qui est perdu dans l'existence, qui est en chute libre, et il ne trouve rien de mieux à faire à ce moment-là que de se raccrocher à quelqu'un qui est encore plus perdu et plus paumé que lui. Voilà, c'est un peu ça le point de départ du livre. Alors, il y en a un autre qui est beaucoup plus fantasmatique. En fait, au départ, j'avais prévu, et Paul m'avait très bien percé à ce niveau-là, on raconte une histoire avec un personnage au berceau, il a 10 ans, et donc la suite logique aurait été de le prendre à l'adolescence, de le raconter à l'adolescence. Or, il s'est passé quelque chose de particulier. Je crois que j'étais venu ici pour un service de presse, et donc j'étais à Paris, et je me baladais boulevard Saint-Germain, et dans un abribus, quelqu'un avait abandonné un sac de livres. Et moi, quand je vois des livres, je peux pas m'empêcher évidemment d'être attiré, d'aller voir, et donc j'ai fouillé le sac, et dans ce sac, il y avait La pitié dangereuse de Stefan Zweig. Donc j'ai pris ce livre et je l'ai lu, et l'ayant lu, j'ai eu une sorte de révélation, et je me suis dit non, voilà, il faut que ça rentrait en fait en résonance avec une période de ma vie, donc avec un matériel autobiographique. Et je me suis dit non, c'est cette histoire-là que je vais raconter, c'est l'histoire d'un homme faible qui est confronté à une jeune femme, et par sa faiblesse, il va provoquer le pire. C'est ça, hein, l'histoire de Stefan Zweig. Ça se passe juste avant la Première Guerre mondiale, et c'est un type qui est militaire, et il rencontre une jeune fille paralytique, qui est d'un milieu beaucoup plus aisé et qui est amoureuse de lui, et par faiblesse, il feint d'être aussi amoureux d'elle. Et à un moment, il lui dit que non, et en fait, la fille se fout en l'air. Et en fait, c'est un type qui n'a aucun moment dans le livre n'est capable de prendre une décision par lui-même. Et je trouvais que ça rentrait en résonance, en tout cas, avec une certaine période de ma vie. Mais en fait, quand on lit le livre Sous vide, on se rend compte que c'est très très différent. Parce que ça, c'est un modèle fantasmé, parce que dans le livre, au premier tiers, apparaît donc le personnage de la jeune fille, Claire, et dès que le personnage apparaît, en fait, c'est un personnage fort, c'est pas un personnage faible. Et donc, enfin, moi je le ressens comme ça, c'est un personnage qui entraîne le livre dans sa folie, et qui prend le pouvoir sur le livre. Voilà. En fait, dans Sous vide, il se passe une chose, je crois, qui est très différente des premiers livres, c'est que le début de Sous vide, le personnage est tout seul. Et en fait,
souvent, effectivement, c'est une narration subjective, mais le personnage s'attache pas tellement à lui. Dans les précédents, il s'attache aux parents, il s'attache à un certain docteur Caudron, etc. Et là, au début du livre, il est tout seul. Et en fait, dès que le personnage de la jeune femme arrive, voilà, on se focalise sur elle et elle emporte tout. Alors il y a Monsieur Blanc, parce qu'en fait ce personnage qui a 32, 33 ans, j'hésite toujours à dire 33 ans parce que c'est un côté un peu, voilà, et il travaille, donc ça se passe au début des années 90. C'est important, enfin dans tous mes livres, l'époque, pour moi, le background est important, même si c'est signifié d'une façon tout à fait fugace. Mais dans le précédent, c'est 68, la télévision, avec les événements dans le bocal de la télévision. Et là, on est au début des années 90. Et c'est en fait le tout début de cette ère des nouvelles technologies de l'information et des technologies domestiques. C'est le tout début des ordinateurs domestiques, voilà. Et ce personnage, donc, travaille et il écrit des textes de commande pour un certain Blanc. Alors le nom, effectivement, prend une résonance particulière par rapport au vide, le côté, voilà, blanc de l'existence. Et il se trouve que ce personnage, qui n'est pas terminé, en fait, a le sentiment de ne pas avoir de personnalité. Et en fait, ce Blanc, c'est son mentor, et il a qu'une envie, c'est de lui ressembler, de parler comme lui, d'être comme lui. Ce type, il a une sorte de vernis social, une sorte d'aisance sociale que notre personnage, évidemment, n'a pas. Donc voilà, il y a très peu de personnages, en fait, dans le roman. Il y a ce Blanc, il y a cette Claire, puis après, il y a quelques figures secondaires. Ça travaille à l'économie, comme dans les précédents, en sachant aussi qu'on est toujours dans cette logique d'enfermement, c'est-à-dire que l'essentiel du livre se passe dans un appartement, qui est l'appartement où vit le narrateur, voilà. Cette idée voilà, pas de scène trop extérieure, il y en a quelques-unes quand même, mais toujours essayer voilà, d'être au plus près de la subjectivité de ce personnage. On est dans un univers un peu fantasmatique. Alors, il travaille, il y a plusieurs choses dans le livre. Il y a effectivement, la principale, cette rencontre avec Claire, qu'est-ce qui va advenir. Et puis, il y a aussi, il est poursuivi, en fait, depuis le début du livre et jusqu'à la fin. Il est poursuivi, on le comprend assez vite, par des huissiers de justice, sans qu'on sache vraiment très bien pourquoi. Enfin, ça doit être dit, mais c'est pas clairement expliqué, et c'est pas, en tout cas, on rentre pas dans le détail. C'est pas important, mais ce qui est important, c'est voilà, c'est de ce type qui est, en fait, dans une situation quand même un peu instable, un peu particulière. C'est une relation un peu particulière. Alors déjà, au départ, effectivement, il lui cache des choses, il lui cache sa situation. Mais en fait, si on va être tout à fait transparent, en fait, c'est pas seulement à elle qui cache des choses, c'est à lui-même. Il se cache des choses à lui-même. En fait, il a une sorte de tic comme ça. Il a l'impression et le sentiment de pouvoir vivre dans une espèce de monde interstitiel où il serait à l'abri de tout. Et quand il y a des huissiers qui viennent glisser sous sa porte des papiers de couleur ou voilà, en fait il les plie et il a des bouquins chez lui, il a une bibliothèque et il les met dans les bouquins. Voilà, c'est la politique de l'autruche. Il enterre les choses et de la même façon, il enterre les choses avec ce personnage de Claire, qui est un personnage qui est vraiment très particulier. Alors je suis pas Toubi, mais qui doit souffrir d'une pathologie qui doit se situer entre le côté maniaco-dépressif ou bipolaire, je ne sais pas trop, qui est très très angoissé. Et donc au début, effectivement, il lui cache des choses, quoi. Il a pas envie de lui dire, et leur relation, elle semble s'établir sur une sorte de voilà, il y a une sorte d'âge d'or qui dure peut-être pas longtemps. Mais bon, et le personnage de Claire, comme je disais tout à l'heure, prend le dessus parce que effectivement, elle est portée par une sorte d'énergie folle. On peut parler d'énergie folle. Il y a une sorte de folie chez elle.
Et voilà, ça fait partie de ces personnages qui sont en fait en tension permanente, avec une montée, une montée, une montée, une montée, comme ça. Donc quelque chose de très exacerbé, paroxystique. Et puis à un moment, voilà, ça pète, et là il n'y a plus personne. Voilà, c'est ça l'idée. Alors là, pour une question d'économie de moyens et de logique narrative, effectivement, le livre décrit un cycle, mais on aurait pu très bien imaginer de manière répétitive le même cycle, voilà, une montée en puissance paroxystique, on éclate, et puis là il n'y a plus personne, hôpital, et ça recommence petit à petit, voilà. Et donc c'est ça le rapport qu'il y a entre eux, avec autre chose aussi, c'est que il n'y a pas d'amour visiblement, enfin, est-ce qu'il y a seulement du désir ? Je ne sais pas. Alors j'ai fait une chose dans ce livre qui me tenait à cœur et que je voulais faire depuis longtemps, mais j'en avais peut-être pas, en tout cas les moyens en termes d'écriture. C'est que à la moitié du livre, c'est un pivot. Il y a un chapitre entier qui est en fait une scène de fesses, quoi. Je veux dire, voilà, une scène de sexe. C'est la première nuit que le narrateur et le personnage de Claire passent ensemble. Et je trouve que écrire une scène de fesses, c'est toujours pour un écrivain, ça relève quand même du morceau de bravoure, parce que souvent quand on lit des livres, on a l'impression que le type qui écrit, il est très mature, tout va bien, et puis au moment où il y a un peu on commence à parler de sexe, on a l'impression que d'un seul coup, il y a une immaturité qui reprend le dessus, et puis surtout beaucoup de lieux communs. Je trouve que c'est vraiment un exercice difficile parce que le lieu commun, et là j'ai voulu écrire une scène qui doit faire 25 pages, je sais pas, où à la fois il y a aucun lieu commun, et puis j'essaie en tout cas d'être le plus sincère et honnête possible avec ce qui peut se passer dans la tête d'un homme, puisqu'on a la tête de l'homme, lors d'une première nuit, avec toutes ses obligations de résultat ou ces choses comme ça. Et donc, j'ai un ami qui m'avait dit, ton texte, ce passage-là, en fait, c'est vraiment déturgescent, quoi. Je veux dire, qu'on s'attende pas à lire quelque chose, une sorte de littérature érotique qui pourrait provoquer un certain émoi, c'est plutôt le contraire. Tout est en tension, comme le personnage de Claire. Voilà, il y a une sorte de tension, de crispation, des nœuds de tension sous la peau, et puis c'est un combat. En fait, c'est 25 pages qui sont plutôt de l'ordre du combat, et je pense que c'est symptomatique ou symbolique de ce rapport entre eux. Et en plus, comme ça dure quelques pages, c'était aussi le moment de pouvoir convoquer l'ensemble des forces en présence, et notamment, puisque le personnage, il a un passé, c'était de convoquer aussi, d'évoquer le père et la mère, puisque dans son enfance, ce personnage, il a soit entendu, voilà, il y a un rapport à la sexualité avec une mère qui racontait tous ces ébats. Et donc voilà, donc ils sont convoqués à ce moment-là du livre. Le personnage de Blanc qu'on évoquait tout à l'heure, il est aussi convoqué, puisque Blanc, lui, de son côté, qui est une sorte de modèle, de mentor, c'est une sorte de baiser fou, de type comme ça, mais un type finalement qui, est-ce qu'il est vraiment si attirant que ça, mais un type qui, par exemple, j'avais repris cette phrase, pour essayer de séduire les jeunes femmes, leur promet de leur faire l'amour toute la nuit comme une machine à coudre. Alors je sais pas si c'est très vendeur, mais en tout cas voilà, c'est le genre de personnage. Et là on a quelqu'un qui est tout à fait sur autre chose, quoi, qui est beaucoup plus qui est en tension, qui est crispé. Ça raconte ça. Alors je sais pas si je fais de l'autofiction parce que c'est un terme un peu galvaudé. Tout le monde fait de l'autofiction. Miller, il faisait de l'autofiction, etc. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, je fais partie des gens qui écrivent plutôt à partir d'un matériel autobiographique. Seulement, je suis un romancier, donc en fait, je retravaille énormément. C'est-à-dire que à partir de ce matériel, je vais le déformer énormément. Je vais grossir le trait, je vais, en termes de temporalité, et en termes de personnage, je vais réduire. Et alors, il y a une anecdote quand même assez intéressante sur ce livre, qui s'appelle Sous vide. Il y a de nombreuses années, le premier manuscrit que j'avais envoyé chez Paul s'appelait Sous vide. Et il travaillait en partie, il utilisait en partie le même matériel autobiographique.
Mais plein d'autres choses. C'était un premier livre, et donc il avait le défaut de beaucoup de premiers livres, c'est-à-dire que ça partait dans tous les sens. Et en fait, il y avait une matière très très abondante, mais en partie cette période de ma vie. Et en fait, quand j'ai donc de nombreuses années après, je sais pas combien d'années, au moins une dizaine d'années, peut-être plus de 10 ans après, j'écris cette version de Sous Vide. Et évidemment, je remets pas le nez dans le manuscrit et dans le bouquin de l'époque, le premier. Et ce qui fait que quand j'écris par moments des scènes, je ne sais plus, mais vraiment, si ce sont des scènes qui me sont réellement arrivées ou si ce sont des scènes qui ont été préalablement inventées. C'est un peu une double distillation. Hein, donc le réel, il est passé 2 fois en alambic, ce qui fait il y a une distorsion. Mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, pourquoi on écrit? J'écris pas pour raconter ma vie. Ma vie n'a pas plus d'intérêt que la vie de quelqu'un d'autre. Seulement, c'est une matière qui est à disposition. Et puis le fond quand même de tout ça, c'est quand même de se réapproprier une matière, de la faire sienne. Et puis je l'ai dit dans des poèmes, je l'ai peut-être dit aussi dans certains textes, j'ai l'impression que ma vie est morcelée, décousue, j'ai l'impression d'avoir été tel ou tel ou tel ou tel personnage, et l'écriture me permet d'un seul coup à la fois de me réapproprier des choses, mais aussi de donner une sorte de liant à mon existence, parce que la vie c'est jamais que le brouillon du roman. Alors, j'ai toujours, en fait, un plan dans ma tête. Là, je suis en train d'en écrire un autre, et voilà. J'ai toujours une structure. Je trouve que c'est difficile. Alors, je prends pas forcément des notes. C'est vraiment dans la tête. Mais je trouve que l'art du roman, c'est important de pouvoir avoir une structure. Savoir comment va s'articuler le récit, quelle économie. Mais en même temps, généralement, j'ai le début. J'ai la fin, j'ai toujours la fin, et il y a toujours une partie vers les 2/3 où je sais pas ce qui va se passer. Et heureusement, parce que je crois que si je devais écrire un livre que j'avais entièrement en tête, pourquoi je l'écrirais? Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'écriture m'emmène là où j'avais pas forcément toujours prévu d'aller, mais j'ai quand même une sorte de structure, on pourrait dire de corset. Quand j'écris les poèmes, j'aime bien parler d'idée de corset. Voilà, la structure dans le roman, c'est mon corset, et c'est ça aussi qui me donne une liberté et qui évite aussi un moment que ça se barre, parce que un roman, ça doit être tenu, quoi. Il faut que les choses soient tenues. Oui, alors la citation de Barthelme au début du livre, ce que je retiens surtout, c'est l'idée qu'un fils reste toujours un fils. En fait, ça fait référence à ce personnage qui, dans le livre, n'est pas achevé. Il a plus de 30 ans, il n'est pas achevé. Il a toujours ce syndrome qu'avait le personnage de Petite Vie, c'est-à-dire qu'il est petit, il a l'impression que le monde est trop vaste pour lui, et qu'il n'arrivera jamais à acquérir la dimension nécessaire pour se développer correctement dans l'existence. Et donc, à partir de là, on a aussi cette incapacité pour le fils à devenir un père. Et il restera toute sa vie, en fait, un fils. Cette incapacité à... Voilà. Peut-être parce que le modèle et l'image du père lui rendent impossible à un moment, cet épanouissement et devenir lui-même, concevoir un enfant et devenir père. Alors, Sous Vide, c'était le titre donc du roman que j'avais envoyé il y a quelques années, le premier roman que j'avais envoyé ici. Et pour moi, c'est évident, Sous Vide. C'était quelqu'un qui était... le thème principal du bouquin, c'est quand même la vacuité de l'existence. C'est un type qui n'a pas de personnalité, qui a le sentiment de ne pas avoir de personnalité, et qui a le sentiment d'être vide. Aussi parce que, au lieu d'écrire ce qu'il devrait écrire, il écrit des textes de commande, voilà. Et donc, je trouvais que Sous Vide, pour moi, ça relevait de l'évidence, parce qu'en plus, l'image sous vide, on a cette impression comme ça, on est aspiré vers l'intérieur par le vide de l'existence, et on se rétracte sur soi. Ça me paraissait une belle image, ça me paraissait évident. Et depuis, depuis toutes ces années, je me rends compte que le vide, même aujourd'hui, le livre que je suis en train d'écrire et qui se passe entre maintenant et les années 80 pour moi, ça a toujours été la décennie du vide.
c'est une décennie assez terrible où, voilà, en tout cas pour les gens de ma génération, on a l'impression que les grands rêves et les grandes ambitions, elles se sont un peu abîmées. Voilà, et je suis obsédé par ça. J'écris dans tout le travail de poésie. Je crois que c'est mon thème de prédilection. Là, je suis en train de continuer le travail initié avec Premier Mille. Je suis dans le deuxième mille, et je pense que c'est vraiment le thème majeur. Voilà, le vide. Toujours ce sentiment, l'idée du puits. Il y a un hexagramme comme ça dans le Yiking, l'hexagramme du puits. Moi, j'ai l'impression d'être une sorte de puits sans fin. C'est pour ça que j'avale des livres en permanence, c'est pour ça que je lis beaucoup. Voilà, j'ai l'impression d'être un puits sans fond. J'ai besoin d'aspirer de l'énergie, j'ai besoin d'inspirer des mots, et j'ai besoin de me remplir en permanence, comme si, voilà, je suis boulimique, quoi, boulimique de livres, boulimique de mots, comme si c'était impossible pour moi d'arriver à un moment à remplir l'enveloppe de manière, on va dire, acceptable.